Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Toute la bande se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue ici à Pointe-Dimier, le fief du Festival international du cinéma des peuples. Nous sommes au cœur de la 11e édition du festival Anuru Amboro. Citoyens de ce pays, le monde frappe à ta porte et ça serait dommage de ne pas le laisser entrer. La crème du documentaire s'est donné rendez-vous ici à Pointe-Dimier, alors évitons de la regarder par la fenêtre. Venez échanger ici à Pointe-Dimier. Vous avez jusqu'à vendredi pour échanger avec les réalisateurs après chaque projection. Ils nous invitent à découvrir différentes réalités de ce monde traité sous une autre forme. Voici le sommaire de votre émission. Anuru Amboro, c'est 45 documentaires sélectionnés, plus de 300 projections réparties dans tout le pays. Parmi elles, le documentaire Dougma The Button, c'est un documentaire tourné en Syrie. Il raconte la vie des kamikazes qui attendent leur tour pour une dernière mission, celle de mourir en martyr et de se faire exploser au cœur des barrages dressés par l'armée syrienne, celle de Bachar el-Assad. Vous allez voir ce soir des images inédites. Je vous propose de regarder un extrait. Et avec nous pour en parler, le réalisateur de ce documentaire Dougma, c'est notre invité, c'est l'invité de votre émission, Paul Salahadine Refsdal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour ces petits mots en français. Toujours au menu de cette émission, on a Michel. Bonsoir Michel. Salut. Guide de Pointe-Dimier. Cette semaine, tu as pour objectif de faire découvrir ta commune aux invités. C'est ce que tu as fait aujourd'hui avec Paul. Avec Paul. You got to drink coconut. How was the coconut today? La noix de coco était très bonne. Par contre, pour ce qui est d'escalader, de grimper au cocotier, je crois que je vais garder mon boulot. Vous verrez quel délice du pays, j'allais dire quel délice du pays. Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce qu'on a fait, mais bon, voilà, tu nous réserves quelques petites perles. Je vous propose maintenant de rentrer dans la rubrique C'est comment? C'est tout de suite. Dougma The Button, c'est le nom du documentaire que nous allons découvrir aujourd'hui. Avec nous pour en parler, comme je vous le disais, le réalisateur Paul Salahadine Refsdal. Donc, je vous le répète, c'est l'histoire d'un groupe de kamikazes qui attendent leur tour sur une longue liste de martyrs pour réaliser une dernière mission, celle de la voiture piégée. Alors, Paul Refsdal... j'ai oublié son nom. Salahadine. Thank you. Comment avez-vous fait pour qu'ils acceptent d'être filmés? Mais avant, vous voulez réagir sur le coconut, sur le jus de coco. Ce que je peux dire que ça a été très drôle pour tout le monde, sauf pour moi. Mais je rendrai l'appareil. Je vais inviter mon frère ici à venir avec moi en Syrie la prochaine fois que j'y vais. C'est la revanche. Comme ça, il pourra apprendre un peu ce que c'est mon travail. En tout cas, on sent que vous avez passé un agréable moment. On sent qu'il y a une petite complicité. Et l'invitation a été lancée pour la Syrie. Et pourquoi pas une suite de Dougma. Ah, on t'irait bien en Syrie. On a besoin de temps pour bienvenue dans la bande. Alors, comment avez-vous fait pour que ces personnes-là, ces Syriens, acceptent d'être filmés? Ce que je peux dire, c'est que ça a pris longtemps. J'ai commencé en 2013 à aller en Syrie. J'y ai passé 4 mois et demi à l'intérieur de la Syrie avec d'autres groupes avant que Al-Qaïda m'accepte. Et ils m'ont accepté après que j'ai rempli un dossier de demande avec un CV, avec des références. Et probablement qu'ils m'ont accepté parce que je suis sur une liste des bons journalistes pour Al-Qaïda. Je fais partie des journalistes qu'ils acceptent. Ah, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, qui vous ont contacté. Quel est le message que vous voulez faire passer dans ce documentaire, Paul Salahadine Refsdal? Je vais vous donner une réponse assez longue. Je vais avec les groupes rebelles depuis 1984 et je me suis rendu compte qu'on les décrivait en fonction de notre point de vue.
Et s'ils sont de notre côté, on les appelle des combattants de la liberté, mais si ce sont nos ennemis, on les appelle des terroristes. Donc je voulais les décrire de façon honnête, même si ce sont nos ennemis. Je voulais questionner l'image qu'on a de nos ennemis. Et la meilleure chose à faire, c'était de montrer leur vie quotidienne. Je vous propose que l'on regarde un extrait. We are going to see an extrait of this film. Regardez cet extrait de Dougma pour The Button. C'est tout de suite. كورتكس موصول بالداخل بزر الدقمة. اوكي. اذا فجرت طبعا موصول بكل الالغام. ها من هنا هذا شايف هنا وهنا كلها زي كذا من هناك من الجهة الثانية another side. اوكي. اذا فجرت باذن الله هذه كلها راح تفجر. طبعا العبوات موجهة عبوات كذا على قدام عشان ضغط الانفجار يصير على قدام يتجه للامام. وهذه العبوات على جنب ضغط الانفجار يصير كذا. يعني اذا دخلت بين مباني باذن الله تعالى اذا دخلت بين مباني وفجرت الامام يتمسح واللي حول يتمسح. يعني الانفجار كذا وكذا زي كذا ان شاء الله. درع يعني عشان الرصاص. If they shot some bullet, not make a hole in tire. هو من بعيد بيبلش يضرب علي. ممكن حشوة RPG مهما كانت. طيب تجي بتعلق هنا. فهمت؟ لا شوف قوية جدا. طن الحمولة غير السيارة صح؟ يعني كم حمولة السيارة؟ كم السيارة وزنها أصلاً؟ طن سيارة في طنين. أول شيء لما أقرب من مكان الهدف أفتح هذا الأمان الزر الأول هذا أرفعه. طيب وأظل ماشي لين أوصل خلاص عند مكان الهدف يعني أمتار أفتح الأمان الثاني. خلاص هذا زر الدقمة. هذا زر الدقمة أضغط عليه بإذن الله أرسلهم على جهنم بإذن الله تعالى. On vient de voir un extrait qui est très 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 impressionnant. On voit des kamikazes qui vous racontent comme si ils allaient préparer un spectacle ou un match de football. Ils vous l'expliquent d'une manière déconcertante qui m'a quand même choqué. Comment est-ce que vous avez fait pour les mettre à l'aise? Ils sont très à l'aise. Pour eux, ça n'a rien d'exceptionnel. Ils sont prêts à mourir. Ils savent qu'ils vont aller au paradis quand ils meurent. Donc ce n'est pas un grand problème. Le problème se produit quand d'autres personnes sont impliquées, que des membres de la famille par exemple. Alors là, ils ressentent une certaine culpabilité, ils peuvent parfois hésiter. Donc moi, c'était un truc important à montrer dans le film. هذا الجوال أخذته بإذن الله تعالى راح يكون معي هنا في السيارة هذه وأنا أسوق السيارة وأضغط الزر وأنا قاعد أكلم أبوي فيها بإذن الله تعالى. أكلم الوالد فيها. هذه وصية الوالد لي إنه تكون آخر لحظات لي. طيب وأنا قاعد أتكلم معاه لين أرتقي للجنة بإذن الله تعالى عشان يعني يبغى يشوف إنه هو ضحى بابنه في سبيل الله تعالى وابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. Parlez-nous un peu des conditions de tournage. Vous nous disiez avant l'enregistrement de cette émission qu'à certains moments vous étiez obligé d'éteindre les radios pour éviter que le signal soit capté par l'armée syrienne, par les drones et qu'il fasse une triangularisation pour éviter que vous soyez l'objet d'attaques de drones. La sécurité en Syrie, c'est très important quand on va travailler là-bas. Pas seulement ma propre sécurité, mais la sécurité des gens que je filme. Donc en termes des micro-radios, à chaque fois qu'on entendait un drone, on devait les éteindre parce qu'ils auraient pu capter le signal et puis nous bombarder.
Mais à part ça, ils m'ont demandé également de ne pas filmer les maisons de l'extérieur, parce que ces maisons auraient pu être géolocalisées et bombardées. Paul, tu peux nous expliquer comment tu es rentré en Syrie? J'ai dû entrer en Syrie illégalement. Tu es parti en vacances, you go to holidays. J'ai dû entrer illégalement à partir de la Turquie. Voilà. Donc oui, il est rentré clandestin, donc c'est chaud, quoi. Et surtout, ne le dites pas au gouvernement turc. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, il ne regarde pas l'émission, quoique l'émission n'est pas en direct sur Facebook Live. Et donc, du coup, parlez maintenant de votre quotidien après avoir tourné ces films où vous dévoilez quand même la vie des kamikazes, la vie de ceux qui veulent mourir en martyrs. Est-ce que vous n'avez pas fait l'objet de menaces venant des Américains ou venant de l'Europe? Non. Il y a des gens qui ont critiqué le film, qui ne l'ont pas aimé, qui n'ont pas aimé le contenu parce qu'ils n'aiment pas que nos ennemis soient montrés sous ce genre de lumière. Mais j'ai simplement reçu un coup de téléphone de la Sûreté nationale en Norvège qui m'ont demandé le nom d'un combattant et j'ai dit que je ne leur donnerais pas. Et puis une fois, j'étais à Londres et il y a 2 policiers qui voulaient voir toutes mes images et j'ai refusé, j'ai dit que c'était hors de question. Mais à part ça, je n'ai pas eu d'autres menaces ni problèmes. Par contre, je ne vais pas voyager aux États-Unis d'Amérique parce qu'il y a une chance que je sois arrêté pour ce film. Parlons maintenant de votre arrivée ici en Nouvelle-Calédonie pour participer au festival Anuro Amboro. Est-ce que vous connaissiez la Nouvelle-Calédonie avant de venir? Non, je n'étais jamais venu ici et j'étais seulement allé dans le Pacifique aux Philippines. Et c'était à l'époque où Ferdinand Marcos était président. Donc ça fait quelques années déjà. Et bien sûr, ça m'intéressait beaucoup de venir ici parce que je n'avais jamais vu cette partie du monde. Et c'est vraiment très très beau. Et l'intéressement des Calédoniens au documentaire international, le festival Anuro Amboro, le documentaire, est-ce que c'est la meilleure manière pour présenter la vision du monde des réalisateurs ici, en Nouvelle-Calédonie, aux personnes? C'est une question difficile. Les gens qui vont voir des films documentaires, c'est toujours une petite partie de la population. Les festivals n'atteignent pas les masses, n'atteignent pas toute la population. Or, si les films étaient diffusés à la télévision, déjà, ce serait mieux. Mais comme je disais, c'est une question difficile parce que la plupart des gens n'ont pas la patience de regarder un film d'1 heure ou un film de 2 heures sur un sujet qu'ils ne connaissent pas bien. En tout cas, hier, il y avait votre film a été projeté hier dans la tribu de... Non, il était projeté ici. Projeté ici. Là, il y a une projection ici, à l'hôtel Tieti. Et Michel, tu étais présent. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'ambiance avec tes Calédoniens qui étaient présents? Nous, on est arrivés lors du débat et c'est vrai que beaucoup de gens posaient des questions. Parce que c'est une question que tout le monde se pose par rapport au terrorisme. Et c'est vrai que ça... C'est pas un film où on pointe où on dit que c'est mauvais ce qu'ils font. C'est juste c'est un film qui porte beaucoup de réflexion sur la... C'est un film qui est filmé la réalité. Après, chacun est libre de faire son propre choix, son propre jugement. Et vous avez d'ailleurs récupéré une question de Céleste. C'est ça. Une réaction et une question. On écoute. Est-ce que tu as été militaire ou est-ce que tu es militaire? Parce que cette attirance pour aller pour faire des films documentaires sur la guerre, pour aller comme ça au front sans avoir peur, ça m'interroge et du coup, je voulais savoir si tu as eu une carrière dans l'armée. Merci Céleste. Nous allons écouter maintenant la réponse de Paul Revsal. You want to say one thing before to answer for Céleste?
Il y a beaucoup de gens qui ont peur de montrer ce film, parmi les diffuseurs, mais également dans les festivals. Et ce film a uniquement été montré dans les pays européens et aux États-Unis, dans les festivals. Et c'est le premier festival hors des pays occidentaux qui diffuse ce film. Donc vous devez être vraiment très courageux ici. Mais merci beaucoup en tout cas. Thank you so much. Merci de pouvoir nous apporter cette réalité qu'il y a autour de nous. Comme je vous le disais, ce sont quand même des images inédites, parce que ce sont des images que l'on ne voit pas dans les journaux, on ne voit pas dans les journaux télévisés, ce sont des images que l'on ne voit pas dans l'actualité. Surtout d'un point de vue occidental, quand on voit les choses. C'est sur lesquels on est autorisé à tourner, et là on est carrément au cœur des personnes qui veulent mourir en martyr. Maintenant on va écouter la réponse de Jean-Paul Resdal. Céleste vous demande si vous étiez soldat. J'étais un soldat dans l'armée norvégienne pendant 4 ans et je suis officier. Est-ce que ça vous a facilité du coup le fait d'aller tourner sur le front? Quand j'ai commencé le journalisme, ça m'a aidé, oui, d'avoir cette expérience de l'armée. Mais quand on travaille avec des groupes qui sont en conflit, par exemple avec mon pays, les gens pourraient me suspecter. Et je l'ai dit à Al-Qaïda, j'ai dit que j'avais une formation militaire, que j'étais officier, je leur ai demandé si c'était un problème, et ils m'ont dit non, pas vraiment. En tout cas, merci de nous avoir... J'avais une dernière question. Vas-y, il y a une dernière question. Après, on part tout de suite sur le cocotier. Parce qu'on veut savoir si Paul a réussi à monter sur le cocotier pour décrocher le coco. Vas-y, Michel. Paul, pourquoi tu as décidé de te convertir à l'islam? Oui, parce que voilà, c'est Paul Salahaddin Resdal. C'est une longue histoire, ça aussi, parce que je suis allé en Tchétchénie et depuis, je suis fasciné par l'islam. J'étais avec les talibans en 2009. Je leur ai dit que je voulais me convertir à l'islam, mais lors de mon deuxième voyage avec les talibans, j'ai été kidnappé par un commandant qui voulait de l'argent. Il voulait épouser une deuxième femme, donc il avait besoin d'argent. Et c'était un kidnapping qui ne faisait pas l'unanimité chez les talibans. Il m'a donné une porte de sortie, il m'a dit que je pouvais me convertir à l'islam et que je serais relâché. Et j'ai été relâché sans rançon et je suis toujours musulman pratiquant. L'islam t'a permis de faire ce reportage? Être musulman t'a permis d'ouvrir les portes de ce reportage? Est-ce que ça m'a rendu les choses plus faciles? J'en suis pas sûr. C'est un peu plus facile pour moi de comprendre les gens. Mais est-ce que ça me rend les choses plus faciles pour être accepté? J'en suis pas sûr. Ils m'ont dit que ça n'avait pas d'importance si j'étais musulman ou pas. Ils ont dit qu'ils pouvaient m'arrêter si j'étais musulman, si on n'aime pas ton reportage. Mais on peut aussi laisser un non-musulman venir travailler. Donc pour eux, ils disent que ça n'a pas d'importance. Mais peut-être que ça joue quand même dans l'acceptation. C'était comment que vous êtes monté sur le cocotier? Allez. Tu nous emmènes. Raconte-nous, Michel. C'était bien choc, on a bien rigolé avec Paul. Et donc, ouais, c'était vraiment bien. Et puis il a testé, mais bon, voilà. Dis pas tout. Est-ce qu'il a réussi ou pas? Est-ce qu'il a réussi ou pas? On sait pas. Ça s'est passé dans quelle tribu, Michel? Chez moi, Thibaut Armand sur mon terrain, on est parti ensemble avec Cédric, on est parti filmer Paul. C'était plutôt rigolo. Donc le défi, c'est qu'il puisse monter sur un cocotier pour pouvoir goûter le jus de coco ici à Poindimié. Alors je vous propose de regarder s'il a réussi ou pas à monter sur le cocotier. C'est tout de suite. Ah, c'est là. Bien. Paul, now for the experience today, it's you try to climb a coconut. Okay. Oh, okay. I understand you want to kill me. No. But you understand the paradox. I survived Afghanistan, I survived Chechnya, I survived Central America, I survived Syria, but I get killed in New Caledonia climbing by a coconut. Killed by a coconut. Okay. Do it now. You need to come
your feet Yeah. and you pull, resist. Okay, check. Resist. Okay, check. Okay, Paul. Hey, try. You try. You try again. Okay. Here. Your objective today, it's here. And I'm too old for this. Yes. Yes. Yeah. No. Now. No. Okay. This is not for me. Okay. Deuxième étape, nous allons boire du coco et donc on va passer un sabre à Paul pour qu'il épluche le coco lui-même. Voilà. To cut the cocoa Yeah, to cut the coconut. without losing fingers. Yeah. Yes. Like this. Like this. Mhm. Okay. And you open the coconut like this. Okay. And please. Okay. Good, Paul. Very good. Okay. Yeah, Paul. Very good. Okay. A very good coconut Technique. technique. Okay. Okay. Ah, very good. Cheers. Salud. Salud. Comment il était ce jus de coco? Est-ce qu'il était sucré, Paul? Oui, il était très bon. Mais il y avait deux versions. Il avait une version avec du sel et une version sans sel. Ah oui, t'es quand même un malin. T'es quand même un malin. Il nous a pas dit ça. Il nous l'a pas dit. Hein, lui, c'est un vrai barman avec le jus de coco. En tout cas, merci beaucoup, Paul, encore. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ok. On vous souhaite un bon séjour ici à Pointe-Dimier pour ce 11e festival Anuru Amburo. Est-ce qu'on aura une suite ou est-ce que vous avez l'intention de faire un autre documentaire toujours en lien avec les martyrs, les kamikazes? Non, je vais faire un nouveau film, mais ce ne sera pas sur le même sujet. Je n'ai pas envie de faire un Dogma 2. Je vais traiter d'un sujet totalement différent, mais je ne veux pas en parler pour l'instant. Michel, il doit aller avec toi en Syrie. Yeah, it's going to bring him. Coconut picker in Syria. Merci beaucoup. Okay, Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good. Thank you. Merci à tous, cher public. Merci. On arrive au terme de cette émission. Je propose que l'on se donne rendez-vous demain, mardi soir, pour une nouvelle édition spéciale Anuru Amburo. Je vous rappelle qu'on sera ici toute la semaine pour être au cœur de cette 11e édition. Demain, on sera avec un autre réalisateur, le réalisateur du documentaire Boli Bana. Bonne soirée à tous et à demain.